Action! C'est parti. Et les voilà, ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va, merci. Euh, alors, moi, ce que j'aimerais, l'idée de base, c'est juste qu'on échange assez ouvertement. J'ai 2-3 questions que je voudrais te poser en particulier. Euh, mais j'ai cru comprendre que ton parcours est un peu atypique et que tu es assez ouvert d'esprit. Donc, moi, j'adore. Et j'aimerais pouvoir montrer justement qu'il n'y a pas un parcours clé dans la vie, qu'on peut choisir un peu ce qu'on veut faire, suivre ses rêves. Et voilà, donc j'espère que ton parcours et ton récit pourra inspirer les gens. Moi en tout cas, ça m'inspire. Moi aussi, je l'espère. Voilà, donc du coup, si tu veux, pour commencer, tu peux nous parler un peu de toi, nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, d'où tu viens, qui tu es. 100%. C'est ça. Merci beaucoup. Et ouais, donc je suis arrivé dans ce monde dans un petit village qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Donc Ok. c'est dépassé Montréal, c'est au Canada. Mhm. Et c'est ça, c'est un petit village. J'avais, j'ai encore euh, une excellente maman, un bon père. J'ai eu une enfance super. Euh, Très typique. Ma mère était coiffeuse, elle est encore coiffeuse, et mon père est pompier. Et ceux-ci sont mes parents dans le physique. Présentement, où est-ce que je suis rendu dans mon parcours, je vois toi, je vois tous les gens comme sœurs et frères, et tu pourrais être aussi ma mère. Euh, je comprends pas vraiment c'est quoi exactement ces rôles de père-mère, pourquoi qu'on a attitré à ça, mais je crois que c'est vraiment physique. C'est le fait qu'il y a un enfant qui est venu au monde par l'entraide de ces deux individus et ensuite on arrive ici. Ok. Mais c'est ça. Chantal et Yvan sont mes parents. Ils m'ont donné la vie. Encore un gros merci à eux. Merci. Et ouais, c'est ça, on les remercie. Et c'est ça, à Saint-Jean-Baptiste de Rouville jusqu'à l'âge de 4 ans. Ensuite, déménager à Hull, qui est environ à 3 heures de où est-ce que je suis né, car mon père, avec son métier de pompier, avait une meilleure opportunité. Mhm. Donc, on a déménagé à Hull. Et ensuite, j'ai fait l'école primaire là-bas, de maternelle première année. Ensuite, redéménager à Aylmer, que ça c'était très près de Hull. Et ensuite, là, j'ai fait quasiment toute ma vie d'enfant là-bas. Et là, lorsque j'étais là-bas, j'ai vraiment découvert que j'étais un entrepreneur. J'ai commencé à tondre la pelouse parce que mon père a acheté un tracteur un jour et moi, je voyais ça comme un go-kart. Et là, je voulais tondre la pelouse à chaque jour chez nous, mais je pouvais pas parce que le gazon, il pousse pas à chaque jour. Donc, j'ai décidé, OK, ben, je vais commencer à aller cogner aux portes et essayer d'avoir des contrats. Et ça, c'était T'avais à quel l'âge âge? de 11 ans, Ok. 12 ans. Et juste avant ça, c'était déjà un peu entrepreneur. J'allais sur les chantiers de construction et je ramassais les canettes de bière et les canettes de Pepsi et de soda qui étaient vides avec un sac de poubelle et mon vélo. Mhm. Parce que dans le quartier où est-ce que j'habitais, c'était en construction. Donc, il y avait beaucoup de chantiers de construction. Et tu faisais quoi avec Ensuite, à la fin de la semaine, mon père m'emportait à l'épicerie et là, on mettait les bouteilles dedans l'espèce de gros robot machine qui mange les bouteilles et qui te donne de l'argent. Donc, D'accord. je donnais les bouteilles à ce robot et lui, il me donnait un petit peu d'argent. Et là, c'est là que j'ai eu mon premier 5 $, mon billet papier avec des symboles dessus, que dans le passé, je croyais que ça avait une énorme valeur, ce papier. J'étais fou de joie. Mm. Et tandis qu'aujourd'hui, je vois ce papier comme quasiment dangereux, mais je Mm. reviendrai à ça. Et donc là, j'ai fait ça. J'ai coupé la pelouse, j'ai commencé à avoir des contrats, j'ai fait des feuilles 8,5 par 11 sur l'Internet et je passais de porte à porte. J'ai eu 3 contrats la première année, ensuite quelque chose comme 9, ensuite encore plus. Là, éventuellement, j'avais tellement de contrats que je me suis dit, je devrais peut-être partir une petite compagnie. Donc là, j'ai commencé à acheter des équipements. Mais attends, Euh, parce que t'étais mineur à cet âge-là, du ouais, coup. D'accord. j'avais
quand que ça a commencé à avoir plus de contrats, je crois que j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et le même moment que je faisais cela, j'étais à l'école. Donc, je faisais ça. Ensuite, j'ai fait des bandeaux. Je vais aller chercher un bandeau. Merci. Oh oui, Ensuite, je faisais cela. je les ai vus déjà. Ensuite, j'avais ça, environ 14 ans, et j'ai toujours été quelqu'un qui suait énormément. Je crois que vous pouvez remarquer, je sue, je ne sais pas pourquoi, mon corps Parce qu'il fait aime chaud. bien, ouais, peut-être parce qu'il fait chaud. Et mon corps aime bien sortir sa chaleur comme ça. Donc là, j'avais vu que, ben, je comprenais que je pouvais faire de l'art et avoir du plaisir. Et j'ai vu ma mère un jour coudre le bas de mes pantalons avec la machine à coudre parce que j'étais tout le temps le plus petit dans ma classe. Donc tous les pantalons que j'achetais n'importe où étaient tout le temps bons pour la taille, trop longs pour mes jambes. Donc là, je l'ai vu et j'ai dit, OK, ouais, dans ma tête, ça faisait du sens, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai le goût d'essayer. Et là, j'ai été dans un petit magasin où est-ce qu'ils vendaient des tissus et j'ai commencé à faire des bandeaux. J'ai acheté des tissus et des lacets. Et c'était pas ces styles de bandeaux, c'était le même style de bandeau, mais pas avec un logo. Et c'était les bandanas communs qu'on connaît. Et je faisais des bandeaux et à la fin ici, il y avait des lacets qui pendaient. Un peu comme ça ici. D'accord. Donc, c'est ça que j'avais fait et j'en ai vendu une trentaine à mon école. Et là, j'avais des contrats de pelouse. Et ensuite, l'autre compagnie que j'ai eue, qui était merveilleux, que j'ai fait beaucoup d'argent papier, ça s'appelle Kijiji, de où que je viens au Québec. Ok. C'est comme un site que tu peux acheter des items usagés Ok. et revendre les items usagés. Ok. Mais j'ai compris que tu peux trouver des opportunités énormes. Donc, j'achetais beaucoup des pièces pour le landscape, le paysagement, dont la pelouse et tout, que j'utilisais moi-même. Et ensuite, à la fin de la saison, je revendais ou j'achetais des pièces de voiture. Et là, éventuellement, j'ai tellement fait d'argent avec ça qu'éventuellement, là, je crois que j'avais quelque chose comme 15-16 ans. J'achetais des voitures et je vendais des voitures. Donc là, j'achetais des voitures, je vendais des voitures, j'achetais des tondeuses, je vendais des tondeuses, j'achetais des pièces d'auto, je vendais des pièces d'auto, et c'était toujours de trouver l'opportunité sur ce site. Donc, je voyais une photo sur le site, c'était pas la meilleure photo, au contraire, elle était très mauvaise, la photo. Mais je savais que la pièce, elle était peut-être bonne. J'envoyais des messages, j'envoyais peut-être une cinquantaine de messages par soirée à plein de différents articles que je trouvais qu'il y avait une opportunité. Et 3 me répondaient, ou 4 me répondaient, ou 10 me répondaient. Là, j'allais plus dans les détails. Je négociais avant de me déplacer. Et ensuite, je prenais mon vélo ou je demandais à mon père, est-ce que tu peux m'emporter là-bas? Et là, j'allais chercher la pièce, je revenais, je la nettoyais, je prenais des bien meilleures photos. Si j'avais besoin de peinturer ou de réparer quelque chose, je le faisais. Et ensuite, je le remettais à un prix plus haut et ça se vendait le lendemain. Ça se vendait très vite parce que la photo, elle était bien prise, la description, elle était bien faite. J'avais juste vu l'offre et la demande qui étaient très élevées et j'ai pris l'opportunité. Donc, j'ai fait ça du Kijiji pendant un bon bout, en même temps d'avoir mes contrats de pelouse. Et ensuite, éventuellement, j'avais tellement de contrats de pelouse que j'ai dit, ben là, je vais partir une compagnie de paysagement. Donc là, j'ai acheté un camion. Là, j'avais l'âge pour conduire. Donc, j'étais rendu à 17 ans ou 18 ans. Et c'est ça, j'avais acheté ma première auto aussitôt que j'ai eu mon permis, mais elle n'a pas duré longtemps parce qu'après ça, j'ai acheté un camion. Donc là, j'avais un auto puis un camion, mais moi, j'utilisais juste le camion. Donc, j'ai vendu l'auto. Et ensuite, j'ai acheté un autre camion parce que la compagnie grossissait et grossissait. J'ai acheté des remorques, remorques, trailer, ouais. Et ensuite, j'ai eu des employés. On a commencé à construire des patios, des terrasses, faire de l'interlock, travailler avec les pierres. Et c'est ça, j'ai fait beaucoup de paysagement. Ensuite, j'ai fait de l'immobilier. Donc là, j'avais quelque chose comme 21 ans, je crois. Et j'ai acheté un triplex, trois unités. Avec un ami qui était mon partenaire, comme dedans la deal de business, que j'ai. Ça, c'est un grand apprentissage que j'ai fait en entrepreneuriat.
si ça devient ton partenaire de business, tu dois connaître cette personne-là par cœur, exactement. Parce que tu veux pas connaître la personne pendant l'aventure, parce que sinon ça joue sur qu'est-ce qui se passe. Donc, longue histoire. Connaissais pas par cœur. Je connaissais pas par cœur. J'avais été en architecture, j'ai fait mes études en architecture, j'ai fait 4 ans en architecture, et j'avais appris à connaître Nicolas en architecture, et il y avait une bonne chimie. Mais tu connais vraiment jamais quelqu'un à 100% si tu passes pas du temps à l'extérieur, dans d'autres facettes de la vie. Si tu vas pas dans des problèmes avec lui, tu vois pas comment il réagit à des problèmes. Donc, on a acheté le triplex et là, il y avait plein de rénovations à faire. Nicolas n'avait pas bien calculé son argent, je pourrais dire. Et tout d'un coup, il y avait zéro. Mais on avait plein de rénovations à faire, donc je ne pouvais pas payer pour tout. Et là, sa mère, elle est venue, elle nous a aidés, elle a acheté ma part de tout le triplex. Je suis sorti de cette aventure-là. Encore merci à sa mère, elle m'a démerdé parce que sinon, moi, c'était quasiment comme s'il fallait que je paye pour euh, plusieurs milliers de dollars en réparation, pendant que lui, non. Donc, c'était quand même complexe. Ensuite, sorti de cette aventure, continué avec le paysagement. Et ensuite, j'ai acheté une maison. Je l'ai flippée. Encore là, c'est bizarre parce que c'est comme si l'univers te ramène les mêmes problèmes tant et aussi longtemps que tu apprends pas. Donc, j'ai acheté une maison avec 2 partenaires qui faisaient de l'immobilier aussi. Un, il travaillait dans la construction et le deuxième est un comptable. Et les trois, on avait un bon petit montant d'argent. Et on s'est dit, ouais, on va faire un flip parce que les trois, on étudiait là-dessus, on allait à des conférences et tout. Et encore là, j'ai pas appris à connaître mes partenaires par cœur et ça l'a montré durant l'expérience parce que eux, ils avaient des emplois de temps plein et moi, j'étais entrepreneur. Donc, moi, j'avais l'opportunité de dire, ben, je vais mettre beaucoup de temps dans le flip. Eux, pas vraiment. Donc là, j'ai appris que, ben, c'est moi qui ai fait le flip à 100%. Mais là, tu arrives à la fin, lorsque tu vends la maison, après 1 mois et demi, 2 mois de rénovation et des centaines d'heures de travail et beaucoup de stress, que si tu vends et que tu fais un gros profit et que tu as tout fait le travail, eux, ils veulent quand même leur part. Mais là, tu dis, vous avez même pas été là. Donc, j'ai appris beaucoup là-dessus aussi parce que j'ai perdu énormément d'argent, mais je comprends que l'univers m'envoie des apprentissages et que des fois c'est en forme d'argent, des fois c'est en forme de douleur ou quoi que ce soit, mais c'est toujours des apprentissages. Donc, fais ça. Et par la suite, là, j'avais encore ma compagnie de paysagement. Et le paysagement au Canada, lorsque l'hiver arrive, c'est énormément de neige, l'hiver est très froid. Tu peux pas faire de tonte de pelouse, ça c'est sûr. Mais les gens qui ont des compagnies de paysagement font du déneigement. Donc, ils enlèvent la neige des entrées et tout. Mais moi, j'ai jamais voulu faire ça. Parce que c'est un emploi très, très, très spécial au niveau du cerveau parce que s'il neige pendant 48 heures, tu es sur la route pendant 48 heures. Tu n'as pas le choix. Tu ne dis pas, ben, je vais aller me coucher un peu, je vais revenir. Parce que les clients, eux, ils disent, ben, j'ai payé d'avance, je veux que ma course soit déneigée. Et dans le contrat, ça dit, en bas de 5 cm de neige dans mon entrée, ça doit être déneigé. Donc, les gens qui font du déneigement, souvent, sont sur des drogues qui t'activent. Donc, ils font de la cocaïne, ils font de l'ecstasy, ils font n'importe quoi, du speed pour te garder allumé. Parce que 48 heures sans dormir, tu vires un peu fou. En plus que tu es sur la route, c'est le soir, il y a plein de gens qui te klaxonnent et tout. Et là, tu peux avoir une pelle qui brise ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je voulais faire. Et moi, j'ai vécu pendant, je dirais, 5 ans ou 6 ans de ma vie avec une maladie qui s'appelle l'acné. Ça semble très banal pour la majorité des gens, mais moi, c'était 5 ans que j'ai vécu en enfer mentalement et physiquement. Et un jour, je me suis dit, là, je suis tanné. Là, je suis tanné. Tous les dermatologues, ils me donnent de la merde, puis ça fonctionne pas, ça coûte cher. Et là, j'ai pris le problème dans mes mains, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé
le cannabis, mais pas exactement le cannabis, c'était une molécule qui est dedans le cannabis, qui n'est pas le THC, qui est la molécule psychoactive, c'est le CBD. Et là, il y avait une bouteille, une compagnie aux États-Unis. Il n'y avait rien encore au Canada. Donc, moi, j'ai fait importer une bouteille des États-Unis. Je l'ai utilisée pendant 2 semaines et toute la rougeur a commencé à descendre de mon visage. Et là, j'ai dit, wow, ok, je dois commencer une compagnie de CBD ici au Canada. Et là, c'est comme ça que ça a parti parce qu'en hiver, je faisais aucun argent. Je faisais pas de déneigement. Donc, je me suis dit, c'est très logique et c'est très pur comme action parce que je m'aide, je vais aider les autres parce que ça l'aidait pas juste pour l'acné, ça l'aide pour tout ce qui est de l'inflammation. Tous les individus ou même les animaux, on a un système qui s'appelle le endocannabinoid system. C'est un système qui est fait pour recevoir des cannabinoïdes, qui est activé par des cannabinoïdes et tu trouves les cannabinoïdes en grande quantité dans le cannabis. Donc, on a les récepteurs CB1, CB2 dans le cerveau qui vont s'accoupler ou s'attacher directement avec ces molécules. Donc là, j'ai vu ça, j'ai commencé à faire le design, j'ai commencé à trouver le logo, j'ai trouvé le nom, j'ai fait le site web, j'ai commencé la page Instagram, j'ai commencé à faire du marketing avant même que le produit soit finalisé. J'ai créé une supply chain à travers le monde, donc les bouteilles venaient de la Chine, les saveurs venaient de Carmi Flavor en Californie, le raw material venait de Scandinavia, l'huile de base venait de Lanaudière. Ensuite, les labels venaient de Label Link à Montréal et j'ai trouvé un laboratoire, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai trouvé un laboratoire après des mois de recherche à Terrebonne. Okay. Donc, tous les ingrédients, tout ce que je viens de dire, était tout envoyé à Terrebonne au laboratoire. Et pourquoi je dis que c'était très dur de trouver un laboratoire, c'est que j'étais 100% illégal. Tout ce que je faisais était 100% illégal. Aux yeux du gouvernement, j'étais un narcotrafiquant. Oh là là, d'accord. Ouais. Oui, donc je comprends même pas comment ça que le laboratoire m'a pris, parce qu'il connaît les règlements. Okay. Mathieu, si tu vois cette vidéo, merci encore. Et il m'a pris et il savait, parce que moi j'ai contacté des dizaines d'autres laboratoires avant, il me demandait t'as-tu tes papiers RCMPR, t'as-tu tes permis RCMPR? Je disais non, j'ai rien de ça. Ça coûte des centaines de milliers de dollars pour avoir les permis. C'est comme ça qu'au Canada, il fonctionnait parce qu'il ne voulait pas avoir de petits joueurs dans l'industrie du cannabis. Parce que le cannabis commençait à être... ça s'en venait. Moi, j'ai vu la vague s'en venir et j'ai pris avantage avant, mais il ne voulait pas avoir de petits joueurs. Donc, j'ai tout fait ça. C'était en quelle année, ça? Ouh, j'avais... Je crois que j'avais ça 21. Ouais, j'avais 21. Donc là, aujourd'hui, j'ai 26 ans sur Terre, donc 5 ans passés. Ok. C'était quoi, 2017? On est en quoi là? 2021. Ouais. 2016. Okay. Donc en 2016. Et là, j'ai fait le design des labels, j'ai fait le design du logo, j'ai trouvé le nom, j'ai fait le site internet, j'ai fait le marketing. Et j'ai commencé le marketing sur Instagram avant même que le produit soit fait, parce que je voulais qu'une fois qu'il sorte, qu'on ait déjà un petit following et que les gens disent « Wow, ok, ça faisait longtemps que j'attendais ça. » Et comme des faits, je dois avoir fait quelque chose de bien parce que... tu connaissais rien non plus à ça, non? Marketing, commerce, chaque chose, un peu comme je t'ai dit avant, chaque chose dans la vie que je fais, je ne sais pas, mais j'ai tellement de confiance en moi ou en mes capacités ou en la vie que j'apprends au fur et à mesure et je m'en vais sur YouTube, j'essaie d'autres choses et je n'ai pas peur de ce qu'ils appellent failure ou de faire des erreurs. J'adore. Tu crois que cette confiance, c'est naturel? C'est tes parents qui t'ont fait confiance tôt? C'est quoi? Ça vient d'où ça? Bonne question. Exemple que je regarderais mes parents, je dirais que ma mère, elle n'a pas eu le choix d'être confiante dans sa vie parce que elle est partie de chez elle quand elle était très jeune. Donc, si elle ne se faisait pas confiance, ben, ça allait mal aller. Elle est partie très jeune, sa famille ne l'a pas vraiment aidée, son père était très spécial.
Donc, je crois que je prends beaucoup de confiance du côté de ma mère et elle est très comique. Elle voit toutes les situations comme, pas une comédie, mais un jeu. Donc, Ok. je crois que je vis un peu la vie comme ça aussi. Je m'amuse, j'essaie des choses et j'ai vraiment pas peur de l'échec. Et du côté de mon père, il est très organisé, très manuel. Il est bon avec ses mains, il est minutieux, mais il n'est pas extrêmement confiant comme ma mère. Ensuite, de où que tout ça vient dedans moi, ça peut être un mélange des deux, ça peut être qui que je suis à l'intérieur, car ça c'est juste le corps, je sais pas l'esprit, est-ce que je suis déjà venu sur Terre avant, je sais pas, probablement que oui, mais là présentement, ça file comme si c'est moi, Ok. comme, Ok. si je peux dire ça comme ça, ouais. D'accord. Ouais. Donc là, c'est ça, j'ai fait ça. Et là, quand j'ai posté, je me rappelle, j'ai fait un post sur la page Instagram de Improve que le produit est finalement prêt. Et là, ça a commencé, c'était fou. Les sales sont partis parce que il n'y avait aucun produit. Je crois que, pour vrai, je dis tout le temps je crois parce que je ne sais pas à 100%, mais je crois que j'étais la première compagnie de CBD au Canada. C'est incroyable aujourd'hui. Ouais, Ouais. ouais. Donc, si ma compagnie, elle avait été légale, probablement que j'aurais été dans les magazines qui disaient telle compagnie qui a grossi très rapidement Hmm. et tout. Mais là, j'étais illégal, donc oublie ça, là, j'étais pas dans le système du tout. Mais les ventes ont monté incroyable, vraiment, 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 vraiment vite. Très, 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 très vite. Euh, J'avais, en tout cas, Ça répondait à quelque chose alors. ouais, c'est exactement. J'ai mis beaucoup d'amour dans ce monde et l'univers me redonnait. Mm, Il me redonnait en forme d'argent papier, qu'aujourd'hui je m'en fous, là, tu sais, mais mm. à cette époque, c'était comme, waouh, ok, ça sentait comme si c'est la réussite et tout. Et là, 1 an passe, 2 ans passent et tu travailles 100 heures semaine sur la compagnie, à tout le temps essayer nouveaux produits, nouvelles campagnes marketing, tu fais des conférences, après ça, tu fais des expositions et tout était juste compagnie. Et j'avais une copine dans le temps et tu remarques par après, quand que tu prends du recul, que j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'apprentissage avec cette copine, mais je peux voir de son point de vue à elle comment que je n'étais pas un homme qui était euh, très attentif côté amoureux parce que j'étais tellement pris dans mon cadre de business. Mhm. Business. Donc ça peut être empoisonné. Donc tu dois avoir un équilibre un peu, mais je crois que si tu veux business success ou quoi que ce soit, tu dois être fou un peu. Tu dois être 100 heures semaine et vraiment non-stop. J'allais me coucher à 11 heures du soir et je pensais encore à ce que je pouvais faire demain. Je me réveillais à 6 heures et je repartais sur Instagram et je contactais des influenceurs. Et, toute la journée, c'était ça, les appels et tout, les emails. Donc, c'était un moment dans ma vie où est-ce que j'étais William encore et j'étais l'entrepreneur au Canada et je grossissais une compagnie. Et éventuellement, je vais m'en rappeler toute ma vie, c'est sûr. C'est spécial parce que je me réveillais alentour de ça à comme 6 heures, 6h30 du matin, tous les matins. Et ma routine, c'était je me réveillais, je méditais, je touchais pas à mon téléphone avant peut-être comme 8 heures. Mhm. Mais il y a un matin, je me suis réveillé à 4h30. Et la première chose que j'ai fait, c'est prendre mon téléphone. Et quand je regarde aujourd'hui à cet événement, je comprends que c'est juste l'univers qui m'emportait un message d'une certaine façon. Je me suis réveillé à 4h30, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Facebook. Première vidéo que j'ai vue, c'est mon frère qui parle en entrevue, blême, 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 sur un canal de télévision, puis qui dit je revenais du casino et j'ai pas rien vu, qu'est-ce qui se passait, et tout d'un coup, pouf, un gros flash, et là, ma moto roulait à 30 km/h, et je me suis arrêté sur le bord de la rue, et quand j'ai réouvert mes yeux,
ma visière, elle était toute verte et rouge Wow. et plein de choses que je comprenais pas et je voyais rien. Et là, il dit, j'ai ouvert ma visière et j'ai regardé à gauche. Il dit, j'ai vu la tête et deux pattes. Et j'ai regardé à droite et j'ai vu la queue et deux pattes. Et il venait tout juste de frapper un chevreuil, mais il l'a complètement ouvert en deux. Wow. Donc, tu apprends un accident de ton frère sur Facebook Ouais, 4 heures du à matin. 4 heures du matin. Et lorsque tu fais de la moto ou que tu fais un peu de recherche sur les accidents de moto, ce genre d'accident, il y a souvent juste deux scénarios. Mais les deux finissent de la même façon. C'est soit le chevreuil, il reste là, tu frappes le chevreuil et tu passes par-dessus parce qu'il roulait à environ 100 km/h. Et tu passes par-dessus et tu meurs ou tu te casses plusieurs choses. Ou tu roules et le chevreuil passe par-dessus la moto, te frappe toi et toi, tu t'en vas par en arrière. Encore le même scénario, tu meurs ou tu casses plusieurs membres de toi. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers à ce moment? L'axe X et l'axe Y dans le chevreuil, centré parfait, mon frère a coupé le chevreuil en deux. Et là, pour rajouter la cerise sur le sundae, cette journée, quand il a frappé le chevreuil, c'était à l'entour de minuit et 3 minutes. Je ne me rappelle pas de la date exactement. Mais c'est la journée que mon grand-père est décédé un an avant. Donc, s'il le frappait à 11 heures et quelque chose, c'était pas la journée de... Donc, en tout cas, très spécial. Et là, à partir de cette journée, mon frère et moi, premièrement, j'ai pleuré tout le matin à comprendre que j'aurais pu me réveiller cette journée et mon frère aurait été parti et moi, j'aurais pas pu lui dire aucun mot. J'aurais pas pu lui dire bye. J'aurais dormi et lui il serait parti. Et j'en revenais pas. Et là, à partir de ce moment, on a commencé à parler plus ensemble de Near-Death Experience, comme les événements proches de la mort, et la glande pinéale, la DMT et tout. Et c'est après plusieurs recherches que là, on a fait plein de lectures et tout. Et on était intéressé à en savoir plus avec ce qui venait tout juste de se passer. Et ça, là, ensuite, il y a une chaîne d'événements. Il y a moi moi, ma copine et moi qui décident de prendre chacun nos propres chemins. Euh, on dirait que mon frère et moi, on devenait de plus en plus spirituels, mais sans avoir fait aucune expérience ou quoi que ce soit. Ben, lui, en tout cas, lui, il en a vécu toute une, là, parce qu'il y a quelque chose qui dit, je sais même pas si c'est vrai, je sais même pas si quelqu'un l'a vraiment analysé pour de vrai, mais qu'on a juste 2 spikes de DMT dans une vie normale. C'est 56 jours après que tu es dans le ventre de ta mère et 2 heures après que tu es décédé. Il y a un gros spike de DMT qui arrive dedans ton cerveau. Et si tu n'as pas d'expérience proche de la mort ou que tu vas contacter avec ayahuasca ou des psilocybines ou d'autres connecteurs, il n'y a pas d'autre spike de DMT qui va arriver dedans ton cerveau. Donc, un near-death experience, c'est dit qu'il y a un spike de DMT qui arrive lorsque tu passes super proche de la mort. Donc, lui, c'est sûr que ça l'a changé complètement à ce moment-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a commencé à faire plus de recherches. Là, je laisse ma copine. Je décide de dire, bon, si je laisse ma copine et on vivait ensemble, on vivait dans notre bureau, les deux, on était devenus entrepreneurs full-time parce que là, elle me voyait tout le temps travailler avec ma compagnie. Donc là, je l'ai aidé à commencer sa compagnie. Donc là, elle avait sa compagnie de leggings et tout. Mais là, quand on s'est séparés, je lui ai dit, ben là, garde le bureau et tout, et moi, je vais me trouver quelque chose d'autre. Et, mais je me suis dit, j'ai pas le goût de louer quelque chose au Québec, donc je suis parti en Californie. Et en Californie, encore là, c'est tellement beau comment l'univers fait les choses. Je suis arrivé, j'ai pris un autobus en Californie. Je suis resté 1 mois et demi. Et la fois que j'ai pris l'autobus, j'attends à l'arrêt d'autobus, et ça fait longtemps que j'attends à l'arrêt d'autobus. Je me demande pourquoi que c'est long comme ça. Et il y a une personne de nulle part, elle arrive, et là, elle se place à côté de moi, et là, je la regarde, et je me dis dans la tête, c'est qui cette personne? Et là, pas longtemps après, je rentre dans l'autobus, et là, il s'essaie à côté de moi, et là, on commence à parler, et il s'appelle Fernando. Son père a un hôtel au Pérou.
Et là, je lui dis, mon frère est passé proche de la mort, j'étudie beaucoup sur la glande pinéale. Et là, je lui dis ayahuasca. Et là, ses yeux deviennent énormes. Là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben mon père, il y a un hôtel au Pérou. Il dit, on donne des cérémonies d'ayahuasca. Je connais un chaman qui fait ça. Ça fait plusieurs années et tout. Donc là, tout se place encore. Et on fait tout l'horaire. Il dit, inquiète-toi pas. Il dit, fais juste me dire quand tu es disponible. Il dit, je vais tout t'aider à faire l'itinéraire et tout. Et on va organiser ça. Donc là, je suis là 1 mois et demi à LA pour 2 semaines. Mais après ça, j'ai été à San Diego. Et à San Diego, j'essayais de me retrouver un peu. Je me demandais que c'est quoi la prochaine étape pour William. Et j'avais commencé à faire un autre projet là, qui s'appelait Pulmo. Je voulais faire une ville sur l'eau. Parce que je voulais être indépendant du système. Déjà, tu vois, on dirait que ça commençait déjà sans même avoir fait vraiment de gros travail à l'intérieur, mais je voulais être complètement indépendant du système. Je voyais tout ça comme dangereux un peu d'être dans les villes et tout. Et c'est ça, j'avais fait un projet Pulmo, ça s'appelait. C'était une ville sur l'eau. Ok. Et revenu au Canada, ça n'a pas pris 1 semaine que mon frère et moi, on est repartis au Pérou pour 2 semaines. On a été dans la jungle. On a fait 3 cérémonies d'ayahuasca, back to back to back, 3 jours de suite. Et en sortant de cette évolution, je pourrais dire, tout était complètement différent. Ou je devrais pas dire dessus. Dans mon expérience, tout ce que j'étais comblé avec avant, tout ce qui me plaisait avant, ne me plaisait plus. Tout était changé complètement. Je voyais la vie avec un autre paire de lunettes, complètement. Et je suis sorti, et attends, après la première cérémonie d'ayahuasca, j'ai dit au chaman que j'ai trouvé mon purpose. Que mon purpose était de donner une autre option, une deuxième option à la consciousness humaine. Comment tu dis consciousness en français? La conscience. La conscience, ouais. Donner une deuxième option à la conscience humaine. Et quand je suis sorti de la jungle, on a été à quelques restos, mon frère et moi, et à chaque fois que les serveurs nous demandaient nos noms, ben je disais, je m'appelle William. Et là, il disait, William Wallace, liberté! C'est quoi ça? Là, je riais. Et là, je vais à un autre resto où je rencontre une autre personne. Là, il me demande mon nom. Je dis William. Il dit non. Il dit Wallace. Je dis non. Je dis William. Donc là, il dit Wallace. Je dis non. Là, je comprenais pas encore. Donc là, ça a pris 3-4 fois comme ça qu'il y a plusieurs personnes au Pérou que je leur dis, je m'appelle William. Et il y en a un, je dis William, et il me regarde, liberté! Tout content. Et là, moi, je comprends rien. Et éventuellement, je demande à un monsieur, je lui dis, pourquoi que tous les gens disent que je m'appelle Wallace? Et là, il me dit, ah, c'est dans un film. Le film s'appelle Braveheart. Tu connais-tu Braveheart? Ouais, ok. Et je l'ai regardé 4 jours passés ici. C'est vrai? Ouais, c'était la première fois. Et ayahuasca au Pérou, ça fait 3 ans environ de ça. Donc, et là, j'apprends que c'est dans le film, il y a un monsieur qui s'appelle William Wallace et que qu'est-ce qu'il fait dans le film? Il essaye de libérer son peuple. Donc là, quand j'ai vu ça, moi j'ai fait 1+1, j'ai dit, je viens de dire au chaman que je veux donner une deuxième option à la conscience humaine et là, tout le monde m'appelle Wallace et là, j'apprends que ce monsieur, il veut libérer sa civilisation et je me dis, ok, mon vrai nom c'est Wallace. Ça fait sens. Ouais, ça faisait du sens et je me suis dit, j'aime bien Wallace. Je suis assez grand, je suis assez mature pour choisir mon propre nom. J'ai vécu avec William toute ma vie et ça, c'était Yvan et Chantal qui ont décidé de me donner ce nom, mais je suis assez grand. Je suis grand maintenant, tu sais, pour décider mon nom. Donc, j'aime bien Wallace et depuis, je suis Wallace. Et là, ensuite, c'était complètement une autre vie. Là, j'étais plus attiré à l'argent. J'avais encore ma compagnie Improve quand je suis revenu au Canada. Mais là, tout d'un coup, qu'est-ce qui m'intéressait le plus, c'était les connaissances. Là, je voulais les connaissances et il n'y avait pas une connaissance qui ne m'intéressait pas. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur l'énergie, la résonance, les vibrations, l'hydrologie, l'entomologie.
la maçonnerie, la géologie, la biologie. J'avais un laboratoire de mycologie. Tout ce qui se finit par J. OJ. Ouais, au J. Puis, c'est ça, là, je suis revenu au Canada et là, j'avais un laboratoire d'énergie où est-ce que je créais des technologies qui n'existaient pas. Ben, qui n'existaient pas. Comment je pourrais dire? Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, désolé. Je reprends ça. Je sais pas s'il existe, mais ils sont pas sur le marché. Ils sont pas à vendre. Ils vont jamais être à vendre, ces technologies. C'est trop puissant. Et là, j'avais aussi un laboratoire de mycologie où est-ce que je faisais pousser ce qu'ils appellent des champignons magiques, des psilocybines. Et je faisais des cérémonies lorsque j'étais au Canada. Donc, les gens me contactaient et je sentais que je devais redonner un peu de ce que j'avais appris dans l'Amazonie aux gens au Canada parce que ce n'était pas offert nulle part. Donc, j'ai fait des cérémonies pour plusieurs personnes qui ont fait beaucoup d'excellent travail à l'intérieur d'eux. Et c'est pas mal ça. Là, j'étais au Canada, j'ai fait ça. Et là, je voulais vraiment pas rester au Canada. Donc là, j'ai été Costa Rica parce que j'aime pas les hivers vraiment. Ben, j'aime pas les hivers. J'aime tout, mais juste à un différent degré. Et les hivers, c'est les plus bas degrés que j'aime. C'est trop froid. J'aime bien juste être comme ça. Short et rien, pas de souliers, pas de chandail. Oui. Et donc c'est ça. Là, ensuite, j'ai été au Costa Rica pendant 3 mois. Appris beaucoup sur moi. Appris encore sur les champignons. Et quoi d'autre que j'ai fait au Costa Rica? Comment tu as choisi les choses qui t'intéressaient, sur lesquelles tu avais envie de connaître plus de choses? Ah, je dirais que tout ce qui est relié à la nature. Ok. Ouais, c'est vraiment. Je voulais pas rien apprendre sur l'Internet. Je voulais pas rien apprendre sur ce que je ressens qui est plus comme man-made, qui est fait par l'humain. Je voulais apprendre pourquoi telle plante fait telle chose et c'est quoi ces composantes de cette plante, comment que l'univers fonctionne. Ouais, c'est Ok. pas. En gros, je pourrais résumer ça à comment l'univers fonctionne. Parce que là, comprendre tous les roches et comprendre comment l'eau fonctionne et le vent et les pierres et les arbres et tous les matériaux et ensuite l'énergie atmosphérique. Plus que tu montes, plus qu'il y a de kilovolts et tout, et comment le harness, les matériaux qui sont conducteurs, tout ça, là, ça me passionne et je crois que ça ramène à ma plus grande passion qui est le monde ancien. Tout ce qui est de l'Égypte ou les Mayas ou les Aztèques ou les hindous, ou tout ça, tous les temples, tout le monde ancien, ça vient me rejoindre énormément. Ok. Donc là, Costa Rica, revenu après 3 mois, et à la fin, lorsque je suis parti du Costa Rica, cette chose qui appelle COVID, qui a été complètement inventée et qui n'existe pas, euh, est arrivée. Et là, j'ai fait des recherches un peu là-bas et j'ai remarqué, ouais, c'est complètement faux, ça c'est du contrôle au coton. Donc là, je suis revenu ici. Et qu'est-ce que j'ai fait après le Costa Rica? Après le Costa Rica, je crois que ça a pas pris beaucoup de temps. Ah oui, j'ai été à Vancouver par, par rapport à l'énergie. J'étais en train de construire un générateur magnétique que j'avais juste besoin de mettre 120 volts dedans. Et j'utilisais un stator et un rotor d'une washing machine, donc d'une machine à laver. Quand tu ouvres une machine à laver, tu vas trouver le plus fort moteur que tu n'auras jamais trouvé dans tout ce qui est accessible à nos petits humains présentement. Tu sais, qu'on n'est pas militaire ou quoi que ce soit, là, parce que le militaire, c'est la dark energy, ils ont accès à toute la grosse technologie. Mais si tu ouvres une machine à laver et que tu vas chercher le drum en arrière, c'est un stator à 36 coils et 24 magnets. Et si tu le rewind, tu changes le winding complet, ça peut être un générateur ou ça peut être un moteur. Et c'est le plus puissant qu'on a. Donc moi, je l'avais pris comme étant un moteur et je le mettais sur la tête d'un non, ouais, c'est ça. Moi, je le prenais comme un moteur et je le mettais sur la tête d'un générateur de 10 kilovolts que j'avais acheté, fabriqué en Chine. Et là, ensuite, j'avais acheté un UPS, j'avais acheté un looping system, cherchais un contrôleur
et j'avais acheté un power supply de high voltage. Et là, il me restait juste quelques composantes à faire fonctionner ensemble. Mais le but suprême était de faire un générateur qui n'avait pas besoin d'essence, qui n'avait pas besoin de rien. Il avait juste besoin d'être connecté à du 120 volts qui sort de nos murs. Et ensuite, une fois que le moteur arrivait à 3600 RPM, eh bien, le moteur allait générer plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc, il allait fonctionner par lui-même. Donc, j'aurais pu mettre un générateur ici et avoir assez d'énergie pour 7 appartements, l'appartement en bas, peut-être les 2 appartements de l'autre côté là-bas, et être complètement autosuffisant, pas besoin du soleil, pas besoin de rien. Donc, ça, c'était une technologie que j'étais en train de développer. Et j'avais trouvé comme une... Et ça, c'est pas il n'y a rien qui est vraiment une erreur, c'est juste c'était un apprentissage, mais il y avait un canal YouTube qui qui s'appelle encore Gérard Morin. C'est un Québécois qui habite à Vancouver, qui travaillait beaucoup avec l'énergie, la résonance et du concret. Il était dans son atelier, il testait des choses et tout, et moi j'ai tout regardé ses vidéos, et à la fin, ça dit va sur mon site web et achète des pièces et tout. Je crois, ça c'est mon hypothèse, je crois que Gérard Morin était pur tout le long qu'il a fait les vidéos. Et à la fin, il a peut-être remarqué que son invention ne fonctionnait pas et il a tellement dépensé d'argent qu'il a tourné un petit peu sur le dark side ou un petit peu noir parce que là, présentement, si tu vas sur le canal YouTube et que tu vas à la fin et que tu vas sur le site web et que tu achètes des pièces, tu te fais voler ton argent. D'accord. Ouais. Donc, je recommande à tout le monde, si vous allez sur le canal de YouTube de Gérard Morin, écoutez tous les vidéos. C'est du bon contenu, mais n'achetez pas rien. Et moi, j'ai fait l'erreur de vouloir acheter et d'aller rencontrer Gérard Morin parce qu'il disait qu'il y avait une espèce de conférence à Vancouver. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai remarqué, ok, je me suis fait scammer total. Donc, j'ai perdu plusieurs centaines de dollars. Ça t'a permis d'apprendre. Exact, c'est tout le temps des apprentissages. Donc là, j'ai été à Vancouver et quand je suis revenu, toute la petite réalité dans laquelle je vivais à Elmer changeait très rapidement avec la pandémie et je n'aimais pas. Donc j'ai dit, moi je vais partir d'ici, là. Je suis tanné que dans les villes, vous essayez de me contrôler, vous fermez les petits restaurants, les gens sont plus refermés sur eux, les gens portent des face diapers, des couches pour le visage et ça fait aucun sens. Lorsque tu étudies un petit peu de biologie, tu remarques que le masque il sert à zéro parce que les virus voyagent sur des microparticules qui c'est comme des fumes. Quand tu vis au Canada et que tu vis pendant l'hiver, tu mets un masque, tu fais et tu vois tous les fumes qui sortent sur les côtés comme ça ici. Donc tu le sais, là, ça n'a aucune utilité. Et c'est là que j'ai compris, ok, il joue vraiment avec la réalité dans laquelle on vit et moi ça ne m'intéressait pas. Je suis parti au Nicaragua avec un ami. On a acheté un terrain là-bas. On a commencé à construire en bambou et designer et tout. Et ensuite, moi, j'ai pris mon côté parce que je réalisais que si je vivais avec quelqu'un qui n'était pas encore, ou pas encore, je sais pas comme, c'est peut-être pas comme ça que je devrais dire, mais où est-ce que j'étais dans ma journée spirituelle, à faire ma méditation à chaque jour, à faire mon yoga, à manger juste un repas par jour, à prendre du temps pour moi, et que l'autre personne boit de l'alcool et fume et veut manger ses 3 repas et tout le temps et utilise plein de mots vulgaires, éventuellement, lorsque tu es 24 heures sur 24 avec cette personne, ça t'influence, même si tu ne le veux pas. Donc, j'ai réalisé que ça m'influençait trop et j'ai dit, moi, je prends mon côté. C'est une super bonne personne. C'est juste on n'était pas à la même place et j'ai pris mon côté. Ensuite, j'ai voyagé au Guatemala pour 5 mois où est-ce que j'ai visité tous les temples mayas. Et là, j'ai été 3 mois à San Cristobal au Mexique. Et là, je suis dans cette pièce et je fais une entrevue avec toi. Tout ça. Ça, c'est le résumé un peu rapide de où est-ce que de où je parcours. viens. Ouais, exactement. C'est énorme, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses et plein de détails que je ne dis pas ou que je pourrais aller dans les détails, mais je crois qu'on doit aller se coucher éventuellement dans cette journée. C'est déjà bien. Ouais. Ok, bon, il y a beaucoup de choses très différentes, c'est assez incroyable et déjà très différent de ce qu'on peut connaître comme parcours classique, de faire des études, trouver un métier. Déjà jamais de CDI ou ce genre de... je sais pas si ça existe au Canada. De quoi? Les CDI, les contrats
à durée indéterminée, ça existe? Je Comme crois que ça qu'on oui. dit en Ouais. France. Ok. Ouais, je crois que ça existe. Ou tu te fais embaucher par une entreprise et jusqu'à ce que... Jusqu'à temps que le contrat finisse. Il n'y a pas réellement de fin au contrat en Ok, fait. ouais. Donc toi, tu n'as jamais fait ça du coup. Tu as toujours J'ai bossé eu, pour toi. ok, ça c'est drôle. J'ai eu un emploi. Ok. J'ai travaillé dans une charcuterie Ok. au IGA, qui est une épicerie. D'accord. Et j'ai été là 2 ans. Ouais. Et là, pas je contrôlais, mais j'étais même pas en charge. J'étais un petit employé payé au salaire de très, très, très petit. Mais je comprenais tout ce qui se passait dans le département. Donc, même mon gérant me posait des questions à moi pour qu'est-ce qui se passait. Comment qu'on fait pour aiguiser le slicer? L'inventaire ressemble à quoi? Blablabla. Et là, éventuellement, je me suis dit, bon, je vais aller demander une augmentation. Tu sais, je suis en train de contrôler le département, le gérant me pose des questions à moi. Et là, je vais demander pour une augmentation de 1$ ou 2$, quelque chose de très... Et là, je me suis fait dire là, que non, tout est remplaçable, nanana. Donc là, j'ai vraiment compris, ok, moi, je fous le camp d'ici parce que c'est vrai que je suis remplaçable. La journée que je pars, il y a une autre personne qui arrive, puis il va couper le jambon aussi, là. Donc là, je suis parti et c'est ça. C'était le seul emploi que j'ai eu dans toute ma vie et j'ai pu sentir c'était quoi. Ouais, ok. Ouais, mais à part ça, j'ai tout le temps travaillé à mon compte. Et ok, tu as fait des choses très différentes. Ma question, c'est de savoir si tu avais des rêves. Hmm, Ou si tu as toujours des rêves, si tu en as accompli, si... C'est quoi ton bon. rapport avec ça? Les rêves. Je fais des rêves à chaque soir Ok. et je m'en souviens quasiment à chaque matin. J'adore les rêves. Mes rêves changent et aujourd'hui, dans la petite réalité dans laquelle je vis, ils ne sont plus vraiment des rêves car je sais que si je le vois, je vais le faire. Ok. Donc, par exemple, euh, ben, avant hier, j'ai fait une cérémonie de ayahuasca Mhm. et j'ai tellement été loin à l'intérieur de ce cerveau, où est-ce que j'ai été exactement, je ne sais pas, mais j'ai vu et je sais que éventuellement, je vais être l'architecte de certains temples et aider à construire une civilisation. Et tout ça, ça ramène encore à donner une deuxième option à la conscience humaine. Donc, avant ça, j'avais peut-être, lorsque je jouais au hockey, j'avais un rêve de devenir joueur de hockey professionnel. Et ensuite, lorsque j'étais dans le William, dans la business world, c'était d'avoir une grosse compagnie, avoir des millions de dollars. Mais tout ça, ça change énormément. Et je crois que des rêves, comment je pourrais dire, c'est très important. Très important pour te faire avancer, mais il devrait toujours être plastique. Ça devrait jamais être béton. Ça, c'est mon rêve. Parce que j'ai vécu une expérience au Canada avec ma copine. Puis je vais juste prendre cet exemple-là, mais c'est une parmi tant d'autres. Euh, Mon ancienne copine, Rebecca, elle avait un rêve lorsqu'elle avait quelque chose comme 16 ans. Ok. Et lorsque j'étais avec, là, on est resté longtemps quand même ensemble. Et là, elle avait 21 ans et elle avait encore le même rêve. Mais c'est sa décision qu'elle gardait le même rêve. Tandis que sa conscience elle n'était plus la même. Ok. Ses connaissances n'étaient plus la même. Si elle aurait gardé un moment plus plastique, son rêve aurait été complètement différent à 21 ans et son cheminement la ligne d'arrivée, tu peux toujours la pousser plus loin. Tandis que si tu mets un rêve trop facile, c'est ta ligne d'arrivée et ton évolution arrête après. Donc c'est pour ça que je dis de garder un rêve très plastique. Aujourd'hui, ça va être ça et demain, ça peut être un autre, mais c'est comme si tu choisissais où est-ce que ton évolution allait arrêter. Ça, c'est qu'est-ce que je crois. Ok. Ouais. Qu'il y a une évolution possible dans le rêve et qu'il faut savoir s'écouter, savoir où on en est, 100%. à quel moment pour pouvoir faire évoluer. 100%. Okay. Ouais. Je crois qu'un rêve ne devrait jamais être c'est ça, c'est ça, c'est ça, et ça reste ça. Ça peut être ça, tu peux avoir 2 rêves, 3 rêves. Vois des rêves le plus gros possible. Je crois qu'un rêve, puis ça, c'est encore là, c'est juste, c'est ma réalité, là, tu sais, peut-être que je parle trop même, mais peut-être que, ouais.
peut-être qu'un rêve, ça devrait te faire peur. Ok, Ça c'était devrait ma être, prochaine ça question. devrait être très, très, très gros, très grand, grandiose, énorme, que tu as extrêmement peur. T'as eu peur, toi, parfois? Qu'est-ce que j'ai vu? Oui. J'ai eu peur de plusieurs choses et j'ai été dans des moments d'émotion très profonds. Parce que, comme exemple, ça c'est quelque chose que je peux partager, que je vis présentement. Présentement, c'est spécial. Je sais que mon évolution, tout arrive dans le bon moment. Mm. Mais j'ai quelque chose qui me retient un peu. J'ai une maman, j'ai un papa, j'ai un frère. Ça semble bizarre, mais je dois me déconnecter d'eux. Ok. Donc ça me fait beaucoup de peine quand j'ai réalisé cette chose. Parce que la journée que je laisse mon téléphone partir et mon cellulaire partir et mon ordinateur partir et que je veux vraiment faire l'évolution à l'intérieur, eh bien, eux, peut-être qu'ils vont être tristes. Que moi, ils sentent que je suis parti, mais je ne suis pas parti, je suis toujours là. Mm. C'est juste que dans mon chemin, je dois prendre ce chemin. Et si eux, ils sont toujours attachés à Wallace et dire, ben là, il doit être là, il doit être là, il doit être là, je dois pouvoir le contacter, je dois pouvoir le contacter, et je veux le voir, je veux le voir, eh bien, moi, lorsque je ne suis pas seul, je ne peux pas aller très loin à l'intérieur parce que j'ai une petite distraction qui vient de l'extérieur. Donc ça, c'est l'exemple dans le moment présent, c'est comme une chose que quand j'ai été très loin dans la méditation, j'ai vu que ça va pas être une étape facile. Ça s'en Mm. vient, mais je sais pas quand, mais ça va pas être quelque chose de facile. Parce que si je décide de partir en Inde et de partir dans la montagne et toute forme de connexion s'en va, et tout à coup, comment je redeviens l'humain le plus pur? Parce Mm. que on n'est pas fait pour avoir cette chose qu'on croit qui nous connecte avec les gens, mais dans le fond qui nous éloigne. On n'est pas fait. On est humain, on est la technologie la plus avancée au monde entier. On est 100%, on est complet. On n'a pas besoin de rien à l'extérieur. Et là, c'est ça. C'est comme. J'en ai pleuré, là, parce que c'est quelque chose de spécial, mais je sais que ça s'en vient. Donc, oui, j'ai eu des peurs et j'en ai encore toujours. Et je crois, ça c'est seulement une croyance peut-être, que chaque peur qu'on a dans la vie est un message qu'on devrait suivre. Et si on remet une peur à plus tard, eh bien, c'est une évolution qu'on remet à plus tard. Donc, aujourd'hui, chaque fois que j'ai peur de quelque chose, je suis tellement content et je remercie la vie et je fonce. Je vais dans cette peur. Ok. Ouais. Et ça t'a apporté que Ça du bien pour l'instant. Oui. À chaque fois que je vais dans la peur, je regarde après et je regarde dans le passé, si on veut, ou ma version précédente, et je vois, waouh, grosse évolution, Ouais, grosse c'est évolution, important, je pense. grosse évolution. Chaque D'arriver fois. à faire, une fois que c'est passé, d'arriver Ouais. à regarder derrière et se dire, ok, en fait, j'ai fait ça, c'était dingue, quoi. Ouais, Ouais. exact. Et tu le fais une fois et ensuite tu comprends, ok, c'est ça, là. C'est comme des peurs, c'est des évolutions, là. Je viens d'en faire une petite peur, que ce soit, exemple, sauter en bungee, par exemple. Mhm. Ben, je viens de sauter en bungee, ça faisait des mois que j'avais peur et que je remettais à plus tard, je remettais à plus tard, j'y avais pensé 2 ans passés, je m'avais fait inviter, j'avais dit non, je remettais à plus tard, et là je l'ai fait et je me sens plus confiant. Je me sens comme s'il n'y a plus rien qui peut être en avant de moi et être un problème. Je peux tout faire. Mais ça, c'est juste un exemple, le bungee, mais après ça, c'est exponentiel. Ouais, l'univers qui s'ouvre. Oui, tout s'ouvre. Moi, quand j'étais dans la cérémonie d'ayahuasca hier, parce que là, présentement, le sujet qui me passionne au plus haut niveau, c'est la physique nucléaire. Ok. OK, là, j'ai étudié la physique nucléaire énorme, chaque soir, chaque jour, surtout sur les molten salt reactors, puis le thorium et toute la fission et comment ça arrive à faire de l'énergie. Et là, je me suis dit hier, moi, je devrais juste aller voir une compagnie de physique nucléaire parce que le Molten Salt Reactor, c'est une nouvelle technologie. Ben, pas vraiment nouvelle, ils l'ont essayé en 1950, mais c'est la meilleure technologie pour la physique nucléaire. Ils ne l'utilisent pas présentement, ils utilisent des réacteurs à Light Water Reactor ou Heavy Water Reactor. Et hier, j'ai pensé, je devrais juste aller à une de ces compagnies qui est en train de développer un de ces nouveaux réacteurs et leur dire
c'est quoi les problèmes? C'est quoi vos difficultés? Et là, ils vont me dire, et là, je vais dire, OK, on peut faire ça, ça, et là, je vais trouver une solution et je vais le faire arriver. Parce qu'il n'y a plus rien que je ne peux pas voir que je ne peux pas faire arriver. Waouh, c'est incroyable ça. C'est trop bien. Je crois. C'est trop bien. Ouais, je crois que oui. Ok, bon, ça fait beaucoup de choses. Merci beaucoup pour tout ça. Que ça puisse inspirer plein de monde à toutes les opportunités qui sont offertes. 100%. Et voilà, merci beaucoup. Alors, je sais pas si on va enregistrer ça, mais j'aimerais. Oui. Le podcast et peut-être le site, la marque en tout cas que je voudrais créer s'appelle l'Attrape-Rêve. Wow. Donc, j'aimerais que tu puisses, s'il te plaît, me faire un petit dessin d'attrape-rêve tel que toi tu le vois. C'est-à-dire pas forcément comme un attrape-rêve comme on Ouais. connaît, mais que tu me fasses un petit dessin d'attrape-rêve. Waouh, l'opportunité. Merci beaucoup. Ok, laisse-moi faire ça. Comment je vais faire mon attrape-rêve? Ça va être ça. Ça va être sketchy. Ça serait mon attrape-rêve. Merci beaucoup. Gracias a ti. Merci beaucoup, Raphaël. Wow. Très intéressant tout ça. J'ai vraiment adoré. Oui. Merci beaucoup. Wow. C'est la première fois